intervention en collège. Je suis intervenue cette fois-ci en lycée, dans cette classe de philosophie, en collaboration avec 2 profs de philosophie. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon engagement pour le droit des animaux. En fait, je trouve que c'est un thème, moi que je connais pas beaucoup, qui est quand même pas très présent dans la tradition française. Donc voilà, donc je trouvais intéressant de les ouvrir à cette nouvelle tradition qui, je pense, va en fait prendre de l'ampleur. Ma première manifestation, c'était à la Défense, c'était contre le foie gras. J'ai commencé mes présentations en parlant de mon engagement, de mon parcours, pour qu'ils sachent qui j'étais. Donc après, j'ai fait plusieurs manifestations contre la corrida, contre l'élevage des 1000 vaches à Albi, dans la Somme. On fait aussi des démonstrations, on essaye d'informer sur l'expérimentation animale qui tue des millions d'animaux chaque année. Je trouve que c'est du coup une thématique qui rejoint en fait plein de thématiques du programme de terminale, sur le devoir, sur la morale, aussi sur le bonheur, sur le vivant, la matière et l'esprit. Enfin, ça ouvre en fait plein de questions en fait dans plein de parties différentes du programme. Donc ça peut leur donner aussi un regard avec un autre angle en fait sur les choses qu'on étudie. Et sur ton engagement, je trouve que c'était intéressant qu'ils voient les 2 aspects, en fait, l'aspect théorique et comment cet aspect théorique s'associe à une dimension pratique. Après, un travail important des défenseurs des animaux, c'est effectivement de susciter l'attention, de susciter le choc, mais aussi et avant tout d'informer sur les conditions des animaux. Je trouvais que c'était intéressant de leur parler de ce que c'est que d'être militant. Au-delà de faire des manifestations, des happenings, il y a aussi un travail de sensibilisation, d'information. Et en même temps, en plus, on informe, on sensibilise. Donc là, c'est dans le stand de L214. Peut-être que vous avez entendu parler de cette association. Où sont ces animaux qu'on mange? Où sont ces animaux qu'on porte? Comment ils ont été élevés? Comment ils ont été abattus? Souvent, on ne voit pas les animaux morts, on les voit les animaux dans nos assiettes tout jolies, ou alors sur nos manteaux, ou dans nos produits cosmétiques, etc. Alors ça, c'est les îles Féroé. Je leur ai parlé du grind, de cette tradition de chasse à la baleine qui se passe aux îles Féroé. La particularité dans ces îles Féroé, c'est qu'ils ont une tradition, c'est qu'ils chassent les baleines, et notamment les baleines et les dauphins, mais notamment les baleines pilotes. Les baleines pilotes, c'est ça. Comment est-ce qu'ils chassent les baleines? Quand un banc de baleines est repéré donc, au large près des côtes, ils rabattent ensuite les animaux sur ces plages et ensuite l'ONG Sea Shepherd est intervenue depuis 5 ans. Une organisation qui protège les mammifères marins et l'écosystème des océans. Elle essaye de faire passer un message comme quoi nous avons besoin de préserver l'équilibre de la biodiversité marine pour pouvoir survivre. Ce que j'ai trouvé intéressant en leur parlant de cette pratique du grind aux îles Féroé, c'était de faire le parallèle avec une tradition qui est très ancrée chez nous, et c'est la corrida. On voit finalement qu'on a une identité culturelle qui fait qu'on accepte ces traditions barbares dans notre pays, mais dans les autres, elles nous choquent profondément. Effectivement, les animaux sont des êtres vivants et sensibles. C'est prouvé scientifiquement et c'est inscrit dans la législation française. Et pourtant, les animaux demeurent dans le code civil sous le régime des biens. Alors après avoir parlé de mon engagement personnel, j'ai voulu leur parler du statut juridique de l'animal. Donc il y a un peu un paradoxe dans le fait qu'on considère l'animal comme un être vivant et sensible et en même temps on peut le détruire. Deuxième paradoxe, effectivement l'exploitation généralisée dont les animaux font l'objet aujourd'hui. Il n'y a pas, je pense, un domaine où l'animal n'est pas exploité, que ce soit pour nous nourrir, pour nous vêtir, donc le cuir, la fourrure, les expérimentations animales, mais aussi pour le loisir. On a bien la présence de cirque, de zoos. Dans l'histoire de la philosophie, on a tenté de créer une frontière entre les humains et les animaux non humains. Le lien à l'exceptionnalisme de l'humain, nous serions supérieurs par nos attitudes intellectuelles, par nos capacités morales. Et de fait, notre relation avec les animaux, elle est remise en question. Comment cela se fait-il qu'on ait décidé que certaines espèces, comme les renards, les blaireaux, les ragondins, les sangliers,
soit des espèces nuisibles. Il y a 90 espèces classées nuisibles en France. L'humanité avait décidé qu'il y avait des espèces, qu'il y avait des animaux qui étaient nuisibles. Nuisibles pour qui? Nuisibles pourquoi en fait, hein? Parce que pour la biodiversité, ils sont importants, ils sont essentiels. Sur un point de vue de biodiversité, l'espèce humaine, elle est très très peu importante. Donc c'est intéressant aussi de se dire, effectivement, on considère ces animaux maintenant qui viennent dans notre environnement comme des nuisibles, mais est-ce que nous ne sommes pas l'espèce nuisible numéro 1? La façon dont on a construit les sociétés, nos villes ne sont pas du tout façonnées pour créer cette interaction avec le monde animal. On a des villes qui sont nouveau-nées, quand vous allez sur les autoroutes, on voit souvent des animaux écrasés. Donc finalement, on envahit un peu aussi leur environnement. Moi, souvent, ce que je dis, c'est si jamais vous voulez faire des classifications visibles, s'il vous plaît, mettez l'espèce humaine dans cette classification, parce qu'aujourd'hui, d'un point de vue environnemental, l'espèce la plus visible, c'est quand même l'homme. Je pense que c'est important de leur montrer ce que c'est que la citoyenneté au sens vraiment fort et plein du terme. Tout le cours aussi sur la politique, sur le droit, la justice. Je trouve que c'était intéressant qu'ils aient ce regard parce que je ne pense pas qu'à leur âge, en fait, ils soient en contact aussi fréquemment que ça, finalement, avec des gens qui vraiment, finalement, font de leurs convictions leur vie. Vous avez sûrement déjà vu cette marque, la chèvre et son bébé, dans une sorte de mythe pastoral. Alors, dans le livre La cause des animaux de Florence Burga parle du détournement des images qu'on fait pour vendre mieux la viande et nous déculpabiliser finalement de consommer les produits d'origine animale. Et donc c'est pour ça que je leur ai parlé de plusieurs exemples de publicité, dont l'exemple de la pub Chavroux. Sauf qu'on sait très bien que les conditions aujourd'hui dans lesquelles 96% des animaux sont élevés, c'est de l'élevage industriel, donc ils sont dans des fermes industrielles, et le bébé est retiré entre 1 et 2 jours après la naissance. L'animal est jugé plus rentable, il est envoyé à l'abattoir. On voit le cochon qui présente le fruit de ses entrailles, le fruit de son exploitation, et voilà, super content. L'idée étant finalement de nous déculpabiliser quelque part et nous pousser à la consommation. Ma perception, c'est on nous met un peu des œillères en disant vous inquiétez pas, continuez comme ça, ne réfléchissez pas trop. Comme on était en cours de philosophie, effectivement, j'ai fait beaucoup de recherches pour faire une introduction à l'éthique animale aux élèves et en leur parlant d'abord de l'anthropocentrisme, des philosophes humanistes que nous étudions en cours. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que l'anthropocentrisme? Excuse-moi. Les hommes, ils sont supérieurs à tout. Oui, c'est ça. C'est la foi en l'homme, en fait. La foi en l'homme, oui, c'est ça. L'humain est au centre. Oui, c'est ça. Donc l'humain au centre. C'est l'attitude qui consiste à placer l'homme au centre de l'univers et considérer que toute chose se rapporte à l'homme. Donc on a un héritage anthropocentriste qui peut expliquer aussi les raisons pour lesquelles nous nous comportons d'une telle manière avec les animaux. Alors, je vous propose maintenant de faire une sorte d'introduction à l'éthique animale. J'ai fait une sorte d'analyse de la représentation que nous avons des animaux qui a évolué au cours du temps. J'ai également parlé des philosophes comme Platon, Aristote, Thomas d'Aquin. Et donc bien sûr j'ai parlé également de Descartes et de sa fameuse théorie de l'animal-machine. Alors après il y a Descartes effectivement qui a une influence majeure également sur la représentation, la conception qu'on a des animaux aujourd'hui. Bien sûr dans cette conception les animaux étaient non seulement dénués de conscience, de pensée, mais aussi de sensibilité. J'ai parlé de philosophes qui étaient moins favorables à la question animale, notamment Aristote, Descartes ou encore Kant, mais j'ai parlé également des philosophes qui ont contribué à faire naître le mouvement de la libération animale, à commencer par Jérémy Bentham. Pour Jérémy Bentham, on devrait accorder des intérêts aux animaux, non pas parce qu'ils auraient des aptitudes intellectuelles, non pas parce qu'ils auraient des capacités morales, mais parce qu'ils ont cette capacité, cette aptitude à souffrir. Et pour lui, la souffrance des animaux était aussi moralement importante que la souffrance humaine. Et c'est parce que les animaux avaient cette capacité de ressentir la douleur et le plaisir qu'on devait
leur accorder des intérêts. Alors il était notamment connu pour avoir dit « la question n'est pas peuvent-ils raisonner ou peuvent-ils parler, mais peuvent-ils souffrir ». Comment ne pas parler de Peter Singer? J'ai passé beaucoup de temps à essayer d'expliquer sa pensée. Alors Peter Singer, en 1975, il a publié Animal Liberation, donc la libération animale. Donc ce qu'il voulait lui, c'était étendre le principe d'égalité aux animaux. On peut tout à fait attribuer ce principe d'égalité aux animaux sans pour autant avoir à les traiter de la même manière. Il prend l'exemple des femmes. Alors, les femmes, aujourd'hui, et les hommes bénéficient tous deux du même principe d'égalité. Nous sommes égaux. Pourtant, nous sommes différents. Par exemple, on va accorder aux femmes le droit de l'avortement, ce qu'on ne va pas accorder aux hommes. On ne va pas le donner aux hommes, puisqu'effectivement, on sait tous qu'ils ne vont rien en faire. Donc, les femmes ont des droits spécifiques à leur disposition biologique. Et donc, on pourrait faire la même chose avec les animaux. Bien sûr qu'on ne va pas donner le droit de vote aux animaux. Ils ne comprennent pas le principe, le concept de voter, et ils ne feraient rien du droit de vote. Ce qui est important, c'est le principe d'égalité en considération. Parce que les animaux aussi ont des intérêts, tout comme nous, ils ont un intérêt à ne pas souffrir, ils ont un intérêt à vivre pleinement leur vie, alors il est immoral d'ignorer ces intérêts qu'ils ont eux aussi. Alors ensuite, j'ai parlé de Mélanie Joy et du travail qu'elle a réalisé pendant une vingtaine d'années sur la psychologie de la viande. Ce n'est pas une philosophe, mais c'est donc une psychologue, et c'est d'ailleurs elle qui a créé le concept du carnisme, que l'on utilise aujourd'hui pour opposer le végétarisme. Donc elle a travaillé 20 ans sur la psychologie derrière le fait de manger de la viande. Je trouve que ces recherches sont très percutantes pour justement décrypter ce comportement déviant qu'il y a derrière le fait de manger les animaux. Chaque jour, on adopte un comportement qui à la fois déstructure, déforme nos pensées, paralyse nos ressentis, donc nous rend insensibles. Elle commence son livre en nous mettant dans une situation. La situation, c'est que vous allez chez des amis pour le dîner, et ces amis vous préparent à manger. Donc tout va bien, tout se passe bien, vous êtes dans le salon, et vous avez super faim. Et là, vos amis, ils vous amènent le plat principal, et c'est celui-là. Ok, super, voilà, super, vous avez tous votre avis sur la question. Et on va dire que c'est super bon. Vous trouvez ça tellement bon que vous demandez la recette à vos amis. Le secret de la recette, c'est dans la viande. Et pour ça, vous utilisez 1 kg de viande fraîche de labrador. Là, il se peut que votre expérience de la viande a changé. C'est pas la viande en elle-même qui a changé. Hein. La viande elle-même, vous avez mangé la même chose. C'est votre perception de la viande qui a changé. Ce que vous perceviez comme quelque chose devient quelqu'un, un animal. Et ce que vous perceviez comme de l'alimentation, ça devient une personne. Comment cela se fait-il que nous soyons dégoûtés par le fait de manger certains animaux et pas d'autres? On a recensé à peu près 7 millions d'espèces animales dans le monde. Et sur ces 7 millions d'espèces, on a décidé de manger une poignée d'animaux. Les animaux qui sont dans le cercle sont classés mangeables et très bons. Le reste des espèces est considéré comme immangeable et dégoûtant. Pourquoi est-ce qu'on mange certains animaux et pas d'autres? Et est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi? Ils savent en fait qu'il y a une dimension vraiment culturelle dans ce rapport effectivement finalement aux animaux, comme tu disais, qui sont dégoûtants et qui ne sont pas mangeables, et ceux au contraire qui pourraient être mangés. Néanmoins, dans leur réaction, on voit que revient finalement cette idée que oui, mais en fait c'est normal, ou la viande c'est bon. Comment ça se fait que je caresse et je joue avec mon chien, et en même temps je mange du saucisson et du jambon, sachant que le cochon est aussi, voire plus intelligent et sensible que le chien. Ce qu'on voit aussi dans le cours sur l'art, par exemple, hein, l'idée que le goût c'est une construction,
Ça, je pense que c'est quelque chose avec lequel ils ont beaucoup de mal. Finalement, on mange des animaux comme si c'était un fait. On les mange, on ne se pose pas la question. Et on oublie que manger les animaux, c'est un choix et pas un fait. Elle identifie cette déviance du comportement par le carnisme. Ce serait une idéologie invisible, que nous ne voyons pas, et qui nous conditionne à manger certains animaux. Mais c'est également une idéologie violente, puisque produire de la viande ne peut pas se faire sans violence. C'est également une idéologie dominante, puisque c'est l'idéologie prégnante dans la société. On a souvent tendance à penser que manger de la viande, c'est un fait, et non pas un choix. Mais en plus, on a tendance à penser que seuls les végétariens ont un système de croyance qui les conduit à ne pas manger d'animaux. Ce que Mélanie Joy dit, c'est qu'à partir du moment où le fait de manger de la viande n'est pas une nécessité pour notre survie, on n'a pas besoin de manger de la viande pour survivre, manger de la viande devient un choix. Et tous les choix se fondent sur un système de croyance. Je perçois plutôt comme une espèce de résistance, mais en même temps, justement, je pense qu'il peut être intéressant de travailler pour prolonger justement cette présentation, c'est de leur montrer comment cette résistance, elle est typiquement le signe justement de toute cette idéologie qu'ils ont en fait assimilée et intégrée. Chaque semaine, dans le monde, 1,2 milliard d'animaux sont abattus. 1,2 milliard, c'est plus que tous les humains qui sont décédés au cours de toutes les guerres de toute l'histoire. Donc chaque année, on tue à peu près 65 milliards d'animaux terrestres. Donc imaginez, 65 milliards, c'est beaucoup. C'est 10 fois l'humanité. Alors ensuite, Aïda et moi avons fait en sorte de pouvoir diffuser une vidéo de 3 minutes sur les conditions d'élevage et d'abattage des animaux en France. Bien sûr, avant de diffuser la vidéo, j'expliquais bien qu'on allait voir des images potentiellement choquantes, que les élèves pouvaient se boucher les oreilles, fermer les yeux, et que s'ils ne voulaient pas voir la vidéo, ils pouvaient sortir. Donc je vais passer une vidéo de 3 minutes sur les conditions d'élevage et d'abattage des animaux. L'idée, c'est pas de choquer, c'est pas de traumatiser, mais bien d'informer, puisque ce sont des conditions réelles, des élevages standards. Alors, les conditions d'élevage que vous avez vues, c'est l'élevage industriel, donc c'est pour 96% des animaux. Et l'abattage, donc qu'un animal soit élevé dans des conditions fermières, avec le permis de s'occuper de l'animal, ils finissent tous dans les mêmes abattoirs. Ça fait peut-être un peu lien aussi avec les images que vous avez peut-être vues de l'abattoir d'Alès. Alors ce que dit Mélanie Joy ensuite, c'est que le carnisme ne peut se maintenir en tant qu'idéologie que grâce à des mécanismes de défense, puisqu'effectivement le carnisme va à l'encontre de valeurs qui sont profondément ancrées, comme la compassion, l'authenticité, et ces mécanismes de défense permettent à cette idéologie du carnisme de se maintenir là où elle est. Ces mécanismes de défense étant d'une part la justification par le mythe. Les mythes en fait vont devenir la réalité. Les mythes de la production de la viande, de la production laitière, de la production des œufs deviennent la réalité. Cette justification, elle se fonde sur ce que Mélanie Joy a identifié comme les 3 N. C'est-à-dire que le fait de manger de la viande, c'est à la fois normal, naturel et nécessaire. Le déni, c'est à savoir la négation de la souffrance des victimes et de la mort de ces victimes, on ne les voit pas ces victimes. Et 3e mécanisme de défense, les distorsions cognitives, à savoir que les animaux ne sont perçus que comme de l'alimentation, de la viande. On a une sorte de flou autour de ces animaux de ferme. Les cochons sont tous les mêmes, pas de personnalité, pas d'individualité. Donc toutes ces distorsions cognitives qui contribuent également à maintenir l'idéologie carniste comme l'idéologie invisible, dominante, prégnante dans la société. Toutes les idéologies, on le sait, ont leur caractère unique, sont spéciales dans le cours des pouvoirs, mais toutes les idéologies, dont le carnisme, ont une particularité commune, c'est la mentalité. Et cette mentalité, c'est la mentalité de la domination et de la soumission. C'est la mentalité du privilège et de l'oppression. C'est la mentalité qui conduit à transformer quelqu'un en quelque chose.
C'est la mentalité qui réduit une vie à une unité de production. Et c'est la mentalité de toutes les idéologies, c'est la mentalité du plus fort qui légitimise le contrôle absolu qu'on peut faire sur certains individus parce que tout simplement nous pouvons. Nous avons la force. Elle légitimise le comportement qu'elle inflige à des individus, tout simplement parce que ce sont des sauvages, des femmes, des animaux. C'est donc l'idéologie de la viande. Et enfin, pour parler de solutions, Mélanie Joly parle de la prise de conscience comme véritable arme contre cette idéologie carniste et fait le parallèle avec d'autres mouvements de révolution sociale qui ont permis de nous faire évoluer, de faire évoluer l'humanité. Ce que dit Mélanie Joly, c'est que l'antidote à cette idéologie, c'est la prise de conscience. Les révolutions, les transformations sociales, elles n'ont été possibles que grâce à une prise de conscience de certains individus qui ont décidé de combattre ces injustices. Le mouvement des droits des animaux se fonde aussi, donc c'est un mouvement qui prend beaucoup d'ampleur, le mouvement de la libération animale, le mouvement vegan, c'est qui prône un mode de vie. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Je pense que ça les a fait réfléchir. Après, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de résistance encore. Que par exemple sur le fait que le goût c'est une construction, ce qui est en fait évident puisque comme tu l'as dit, il y a des choses qu'on mange à certains endroits, d'autres qu'on ne mange pas à d'autres endroits. Donc du coup c'est là, et ils le savent bien, ils ont eux-mêmes une réaction de dégoût si on leur dit qu'il y a des pays dans lesquels on mange des insectes, des chenilles. Voilà, je suis végane, effectivement, ça paraît un peu fou, mais c'est aussi en adéquation avec tout ce que je viens de dire, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir dit tout ce que j'ai dit, c'est difficile de ne pas adopter un mode de vie végan, qui n'exploite pas les animaux. Là, ça vous paraît complètement fou, vous dites c'est qui celle-là, elle est sur quelle planète, mais je vous assure que c'est possible. À la fin de ce que vous avez dit, à la fin, vous considérez que les droits de l'animal sont les deux aux droits des femmes qu'on n'avait pas avant, etc. Parce que vous avez évoqué les droits des femmes et Martin Luther King, Gandhi, etc. qui n'ont pu passer outre les injustices. Vous considérez que les droits des animaux, il pourra un jour être, avoir autant d'importance que les droits des femmes ou pas? On est tous d'accord sur le fait que les animaux sont des êtres sensibles, une sorte de conscience. Quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, personne ne disait que les animaux étaient des êtres sensibles et conscients. J'ai trouvé les élèves globalement très à l'écoute. Alors effectivement, on entend beaucoup de brouhaha et c'est parce qu'ils discutent entre eux, mais je pense qu'ils ont besoin de parler entre eux parce que c'est quand même des choses quand même assez dures parfois que je leur dis. Donc je sentais qu'ils avaient besoin des fois de s'exprimer aussi entre eux. Ce que j'ai senti, c'est que ça les avait fait réfléchir et discuter entre eux. Et c'était tout à fait l'objet de ma présentation de ma vie. Donc j'étais très contente par ce résultat. Donc un grand merci à Aïda Ndiaye et Anaïs Bourgeois de m'avoir accueillie dans leur classe. C'est grâce à elles deux que j'ai pu faire ces interventions. Alors voilà, c'était ma vidéo, j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, j'espère qu'on pourra développer ce projet d'intervention dans les classes un peu partout en France. Parce que je pense que c'est vraiment une petite graine qu'on peut semer, qui peut faire réfléchir surtout, prendre conscience de choses. Ce que j'ai trouvé intéressant également, c'est qu'on peut totalement parler de la libération animale et de la question du mouvement des animaux à travers presque toutes les matières, la littérature, la philosophie, les arts plastiques, mais aussi toutes les matières scientifiques. Et je pense qu'il y a un boulevard qu'on pourrait développer pour sensibiliser sur la question animale par le prisme de toutes ces matières.